Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Laurent Kirsch. Alors Laurent est un expert en facteurs humains. Alors c'est une expertise qu'il a eu l'occasion de mettre en œuvre dans l'industrie automobile pendant un petit peu plus de 20 ans. Alors Laurent a tout d'abord mené des travaux de recherche et a mené des projets d'innovation avec l'objectif d'améliorer l'expérience client à bord des véhicules, et il a par exemple travaillé sur des thématiques comme le confort, comme la qualité perçue, et puis également toutes les nouvelles interfaces homme-machine. Après ce passé technique, il a mené des activités de marketing stratégique, et donc il a conduit des études des dynamiques et des structures de marché, également travaillé sur le potentiel de développement des marques à l'international, et pour cela il s'est appuyé sur les analyses qualitatives et quantitatives des attentes et des comportements des clients. Et alors le point commun entre ces deux domaines d'activité, c'est la capacité à construire une vision à moyen et long terme, et puis de favoriser des idées nouvelles, dans un environnement qui soit ouvert, évidemment pluridisciplinaire, et qui soit le plus respectueux possible des individus. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, et puis peut-être te définir en quelques mots, et puis de compléter un petit peu ce que je viens de raconter? Oui, écoute, merci pour cette introduction. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai un passé industriel de plus d'une vingtaine d'années. Et en fait, juste pour cadrer un peu les choses, j'ai intégré l'industrie après un parcours universitaire et un parcours d'enseignement, on va dire, pluridisciplinaire, puisque j'ai dès le début choisi la pluridisciplinarité, et c'est quelque chose qu'on va probablement réaborder dans notre entretien. Puisque j'ai une double formation à la fois en neurosciences et en chimie, qui en premier abord peut paraître comme ça assez antinomique, mais finalement ces deux choses-là peuvent converger pour créer quelque chose. Et puis comme tu l'as dit, dans mon parcours, j'ai fait à la fois de la recherche et du marketing, deux domaines qui semblent a priori éloignés les uns des autres et qui pourtant, on va l'aborder ensemble, à un moment donné peuvent se retrouver pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et donc après mon parcours industriel que tu as évoqué, aujourd'hui je propose aux entreprises de les aider à exploiter le potentiel des facteurs humains pour la création de valeur, et ça sur toute la chaîne qui va de la recherche innovation jusqu'au marché, au pluriel d'ailleurs, puisque les marchés, on peut les considérer pas comme un seul marché, mais comme des marchés. Et bien sûr, sans négliger la dimension humaine des compétences que les entreprises doivent gérer. Et donc voilà, j'essaye de mettre mon expérience de ce grand écart de l'innovation jusqu'au marketing pour accompagner les entreprises. Eh bien, merci pour ces précisions. Alors, on a préparé avec Laurent cette interview, et on a en fait identifié 3 thèmes que l'on va aborder successivement. Alors, le premier thème, c'est sur la thématique des facteurs humains. Quel est le lien entre les facteurs humains et l'innovation, et à quel moment on utilise finalement cette composante humaine dans les disciplines de l'innovation? Pour le deuxième thème, on va davantage parler de la culture de l'innovation dans l'entreprise, et de voir finalement comment une démarche innovation s'appuie sur plusieurs fonctions, sur plusieurs compétences au sein de l'entreprise, et finalement touche à ce qui fait le cœur de l'entreprise, c'est sa culture. Et puis troisième thématique, on va parler un petit peu plus spécifiquement des compétences,
pour faire de l'innovation. Est-ce que être innovateur aujourd'hui nécessite des compétences particulières? Comment est-ce que l'on identifie? Comment est-ce que l'on met en œuvre ces compétences? Et puis on essaiera de s'interroger également sur un modèle, sur une modélisation des compétences de l'innovateur. Donc pour chacune de ces thématiques, on aura évidemment quelques questions qui viendront nourrir cette réflexion. Alors je propose, sans plus attendre, de se focaliser donc sur le premier thème, donc qui concerne les facteurs humains en innovation. Et la première question en fait que j'aimerais te poser, Laurent, c'est peut-être de nous définir ce que c'est, selon toi, que ce concept de facteur humain. Oui, tout à fait, Frédéric. Évidemment, puisqu'on va beaucoup discuter de ça, il est bien qu'on en définisse les contours et surtout que moi, je te dise la façon dont ce que je mets derrière ce concept de facteur humain, parce que c'est potentiellement un sujet ou un domaine qui est très vaste. Alors moi, dans la façon dont je vais l'aborder et dont on va le discuter aujourd'hui, je vais le définir de la façon suivante. C'est prendre en compte les facteurs humains dans la conception, dans l'innovation, c'est considérer finalement les caractéristiques, les capacités et d'une certaine façon les limites humaines dans la façon dont elles influencent les interactions des individus avec leur environnement, avec des objets ou avec d'autres individus. Donc c'est vraiment cette façon-là c'est de cette façon-là que je vais considérer les facteurs humains. Je suis absolument sûr qu'il y aurait plein d'autres façons de les regarder, mais c'est volontairement cet axe-là que je vais prendre en considération pour notre échange. Et dit comme ça peut paraître extrêmement vaste, ça peut paraître peut-être vague. Et j'espère qu'au travers de notre échange, je vais rendre les choses concrètes et que je vais essayer de traduire de quelle façon cette compréhension du fonctionnement de l'humain et de son interaction avec l'environnement peut apporter vraiment de la valeur à une démarche d'innovation. Ok. Eh ben, écoute, les dés sont jetés. Alors, quelle différence finalement ou quelle synergie on peut établir entre cette notion de facteur humain et puis des termes que l'on connaît aujourd'hui dans le domaine de l'innovation. Alors ça peut être tout ce qui est user experience, tout ce qui est UX, mais également tout ce qui va plutôt concerner l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité à faire travailler ensemble et de façon efficace différents individus. Comment est-ce que tu positionnes, toi, cette thématique des facteurs humains par rapport à ces autres concepts? Ouais, alors tout à fait. C'est vrai que quand on regarde les développements de ces 10 ou 15 dernières années, les approches qui mettent en situation des individus dans le processus d'innovation, dans le processus de conception de produits, ces approches-là se sont beaucoup développées. Alors, elles s'appellent design thinking, user experience, customer-centric design, etc. Et elles sont absolument pertinentes. La façon dont moi je vais positionner les facteurs humains, c'est finalement un positionnement peut-être un petit peu plus large, un petit peu chapeau par rapport à ces approches-là. Donc certainement pas en opposition, certainement pas orthogonal, mais pour moi, les facteurs humains, c'est élargir un petit peu la focale. Et je vais illustrer un petit peu ce que j'entends par là. Beaucoup des approches, comme j'ai évoqué, de design thinking ou autres, mettent en place le postulat que pour développer un produit, il faut bien sûr intégrer au plus tôt le client et l'intégrer dans la boucle de la conception. Moi, ce que je vais défendre aujourd'hui, c'est que les facteurs humains, c'est regarder les choses d'un peu plus haut parce qu'on ne va pas considérer l'individu uniquement comme un client,
Mais on va se dire que finalement, l'individu, dans le processus, il peut avoir différents rôles, il peut avoir différents apports. Et du coup, ma façon, quelque part, d'entrer dans le sujet, c'est que finalement, la question de dire il faut mettre le client dans la boucle quand on conçoit un produit, ça peut pas être une stratégie. C'est un moyen, c'est un outil, c'est, on va dire, peut-être une approche tactique, mais c'est pas de la stratégie. Et parce que finalement, le client, c'est trop vague. D'abord, il faudrait parler des clients. Les clients sont très divers. Et puis, les clients diffèrent en fonction des marchés auxquels on va s'intéresser. Et puis finalement, l'humain est bien plus riche que ça. L'humain n'est pas qu'un simple client, même quand on parle de la conception d'un produit. Et donc, pour moi, travailler sur les facteurs humains dans le processus de conception, c'est en fait poser 4 questions qui vont représenter les 4 piliers de la démarche. C'est d'abord qui je vais interroger, qui je vais solliciter en tant qu'individu. Je vais préciser ma pensée un peu plus loin. C'est de quel matériel je dispose, qu'est-ce que je mets à disposition de cette personne que j'interroge, quelle est l'information que je veux recueillir, quelle est l'information que je recherche, et puis surtout, dernier point, c'est pour en faire quoi? Qu'est-ce que je veux faire de cette information? Et donc, maintenant, si je balaye assez rapidement ces 4 points, c'est qui j'interroge? Eh bien, dans un processus d'innovation, dans un processus de développement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, finalement, je peux faire intervenir des individus qui vont être des experts, qui vont être des décideurs, qui vont être des clients, qui vont être des utilisateurs. Et donc, tu vois, l'idée, ça n'est pas simplement de considérer l'individu comme un client, mais comme quelqu'un qui peut m'apporter une information, mais qui n'est pas forcément une information liée à la relation d'un objet ou d'un service et de son achat, entre guillemets, si je considère que le client est celui qui va acheter le service. Et soit dit en passant, dans beaucoup d'articles liés aux approches centrées client, il est souvent fait mention du client, mais il n'est pas toujours fait mention du fait que le client n'est pas toujours l'utilisateur, par exemple. Et dans la conception d'un produit ou d'un service, parfois, il faut vraiment se poser la question de celui qui va payer, entre guillemets, et qui, quelque part, va être le client, mais de celui qui va l'utiliser, qui peut être différent. Si je voulais illustrer mon propos, peut-être que dans une grande entreprise qui a plusieurs sites, celui qui va être responsable de l'achat des machines à café pour équiper tous les sites de machines à café, il va être responsable des achats, mais les utilisateurs, c'est ceux qui vont utiliser la machine à café. Et les critères vont peut-être pas être tout à fait les mêmes. Pour être un peu caricatural, celui qui va les acheter va s'intéresser peut-être au prix, parce qu'il va falloir que ça rentre dans une enveloppe budgétaire, et puis les utilisateurs vont peut-être s'intéresser à la variété des cafés qui sont susceptibles d'être faits, des longs, des courts, des au lait, etc. Désolé, je ne bois pas de café, donc je suis justement un mauvais utilisateur de cafetière, mais donc tout ça pour dire que, en fait, en fonction de son rôle et en fonction de ses attentes et de ses besoins, on va forcément se confronter de façon différente à un nouveau produit et à un service. Donc, se poser la question dans un processus de conception de qui j'interroge, c'est essentiel parce qu'en fonction de là où j'en suis, ça peut être très important d'avoir affaire à un décideur. Mais dans ces cas-là, je sais que c'est pas lui qui va l'acheter, le système, mais par contre, il a des décisions à prendre et il doit se positionner par rapport à ce que je vais lui montrer. Et donc, ça pose la question de savoir, je dispose de quel matériel? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour faire réagir l'individu que j'ai en face de moi? Eh bien, je ne vais pas forcément faire réagir un décideur sur la même matière, entre guillemets, qu'un client. Et puis, en fonction du stade de développement dans lequel je suis, je peux avoir un matériel très pauvre, entre guillemets. Ça peut être quelques lignes d'un texte qui décrit un nouveau service ou un nouveau produit. Donc là, je vais être sur quelque chose de très abstrait.
Mais ça peut être extrêmement intéressant de faire réagir des individus pour voir ce qu'ils ont compris de mon concept, ce qu'ils veulent, enfin, en quoi ça résonne chez eux dans leurs attentes et dans leurs besoins. Ensuite, si j'ai un peu avancé, je peux avoir un premier concept qui peut être sous forme d'un dessin, sous forme d'un objet très, très, très partiel, mais qui commence à démontrer un petit peu ce vers quoi je veux aller. Et puis, si j'avance encore un petit peu, je peux avoir un démonstrateur, plus ou moins abouti, plus ou moins finalisé. Si je parle d'un produit, peut-être qu'il n'est pas dans la bonne matière, peut-être qu'il n'est pas dans la bonne couleur, mais en tous les cas, il commence à porter les propriétés que je veux mettre en avant. Et puis, si je suis vraiment en phase de fin de développement, j'ai peut-être un objet qui est une pré-série, qui est vraiment très abouti, qui est tout prêt d'être lancé sur le marché. Et à ce moment-là, je peux souhaiter recueillir les points de vue d'individus. Eh bien, en fait, si je réfléchis sous l'angle des facteurs humains, en fonction de ces différents stades d'avancement et de ces différents matériels dont je dispose, eh bien, je ne vais pas faire réagir les mêmes personnes et surtout, je ne vais pas leur poser les mêmes questions. Et ça m'amène sur le troisième volet que j'évoquais, c'est-à-dire quelle information je vais recueillir. Qu'est-ce que je vais chercher à comprendre? Qu'est-ce que je vais chercher à savoir? Et ça pose la question de, par exemple, est-ce que je souhaite des données quantitatives ou des données qualitatives? Est-ce que je veux récupérer des données verbales ou des données comportementales, par exemple? Je peux très bien faire de l'observation de comportements d'individus sans jamais leur poser la moindre question. Je leur donne une consigne, je les observe et après, j'analyse les comportements. Donc, c'est absolument essentiel dans cette logique-là de bien savoir ce que je veux comme information. Je vais faire une petite incise à cet endroit-là, mais on a connu tous, plus ou moins, quand on fait de l'innovation, une démarche qui consiste à dire « Oh, ben, on va demander aux gens, on verra bien ce qu'ils disent ». C'est probablement la moins bonne façon de procéder parce que les gens sont généralement gentils. Quand on leur demande de réagir sur un nouveau concept, ils participent à une démarche, ils sont intéressants. Ils vont nous apporter des informations, mais le problème, c'est que si on n'a pas cadré en amont ce qu'on cherche vraiment, eh bien, on a beaucoup de chances que l'information soit inexploitable. Et donc, pour finir, quand je parle justement d'information inexploitable ou exploitable, ça veut dire aussi savoir ce que je veux en faire de cette information. Est-ce que, par exemple, c'est une information que je vais utiliser pour orienter mes recherches? Est-ce que je veux évaluer différentes solutions? Est-ce que je veux valider un concept sur lequel je suis en train de travailler? Ou est-ce que je veux décider d'un go, no-go? Je suis dans une phase où j'ai un embranchement, j'y vais pas, et à ce moment-là, il faut que je décide. Eh bien, en fonction de toutes ces questions, eh bien, si je remonte le fil de ce que je viens de dire, eh bien, si je dois évaluer, je vais choisir les personnes qui vont être les personnes pertinentes pour cette évaluation. Je vais voir ce que j'ai à évaluer comme matériel, de quelle information j'ai besoin, et pour alimenter ma décision, entre guillemets, de mon évaluation de ma solution. Et juste, je vais finir là-dessus par une expérience personnelle, c'est que c'est absolument, de mon point de vue, essentiel de construire son raisonnement sur ces 4 piliers, parce que j'ai vécu des situations où finalement, quand on m'a demandé de faire des tests avec des individus, on peut me dire, par exemple, est-ce que tu me ferais pas un test client pour me confirmer que, ou pour me renforcer dans mon idée que? Eh bien, généralement, si on se contente de ça quand on démarre, on se retrouve dans un piège qui est que si les résultats confortent l'intuition qu'on avait au départ, ben les gens disent c'était bien la peine de faire toute cette démarche-là, on le savait déjà. Donc, la prochaine fois, on s'en passera et puis on suivra notre intuition. Et puis, si les résultats ne confortent pas l'intuition et vont à l'encontre de ce que pensaient les demandeurs de ce type d'approche, alors tout de suite, on va remettre en cause la démarche en disant « Ah oui, mais c'est que tu n'as pas interrogé les bonnes personnes, il n'y en a peut-être pas assez, tu n'as pas posé les questions qu'il fallait, et donc au final, quelque part, je n'ai pas tellement confiance dans le résultat que tu me donnes. » Alors, ça, c'est le piège absolu parce que quelque part, ça décrédibilise la démarche
Et construire sa démarche sur les 4 piliers que j'ai proposés, c'est aussi partager avec l'ensemble des acteurs du processus le fait que on est sur une démarche sérieuse, robuste, entre guillemets scientifique, et quand on fait de la conception ou de l'innovation, ça peut aider un certain nombre d'interlocuteurs de s'ancrer sur des démarches comme ça qui leur sont familières. Et juste pour leur dire, c'est pas parce qu'on traite de l'humain, c'est pas parce qu'on traite de la sensibilité humaine qu'on ne doit pas avoir la rigueur qu'on s'appliquerait à des protocoles, je sais pas quoi, de physique expérimentale ou autre. Donc voilà pour synthétiser, aucune antinomie entre les approches design thinking, user experience, etc. Simplement peut-être une approche un petit peu plus large qui s'enferme pas trop vite dans le fait de considérer les gens comme des clients, mais de considérer que la richesse de l'humain, c'est aussi la richesse de tout ce qu'il peut nous apporter dans un processus de développement et de conception. Ok, bah c'est très clair. Tu viens là de nous expliquer un petit peu finalement les dangers à aller trop vite dans ce que tu appelles ton expérience piège. Est-ce qu'au contraire, tu aurais un exemple où tu as réussi à mettre en place en fait l'ensemble des problématiques, là, des points que tu as mis en avant et qui ont apporté des bons résultats en fait? Plutôt de me parler d'une expérience réussie. Ouais. Oui, alors je vais peut-être illustrer rapidement 2 expériences. Une qui va être une expérience produit et puis une qui va être une expérience outil, méthodologie. Parce que ce que je voudrais aussi défendre ici, c'est que prendre en compte les facteurs humains, c'est pas uniquement les prendre pour le développement d'un produit, mais on peut aussi utiliser la compréhension du fonctionnement de l'humain pour développer des méthodes et des outils. Donc, je vais aller relativement vite, mais le premier exemple que je voudrais proposer, c'est un exemple que j'ai vécu dans l'univers automobile. Au début des années 2000, si on se rappelle, les intérieurs automobiles, hormis le volant, les pédales et les levées de vitesse, tout ce qui était commande de climatisation, commande d'autoradio, etc., c'était beaucoup des boutons, des molettes. Et puis, on commençait à avoir des petits écrans LCD très pixelisés, qui étaient souvent soit orange, soit vert, sur lesquels on affichait la température de l'habitacle ou la station de radio sur laquelle on était branché. Pour ceux qui n'avaient pas des autoradios qu'ils avaient mis en aftermarket et qui retiraient, qui planquaient sous le siège quand ils quittaient leur voiture. Les plus anciens se rappelleront de cette expérience. Et puis, donc ça, c'était l'univers dans lequel on évoluait. Et puis en 2007, arrive l'iPhone, qui est présenté, révolution dans le monde de la téléphonie. Si on se souvient, le parallèle, c'est avant, on avait des téléphones avec des petits écrans, des touches. Alors, soit c'était les BlackBerry, soit c'était des fameux Nokia, enfin ces appareils-là sur lesquels on avait les touches avec quand on voulait composer les numéros, et puis des petits écrans. Et puis arrive l'iPhone, un écran beaucoup plus grand, une révolution dans l'interaction avec l'objet, du tactile, etc. Et donc, moi, à l'époque, je travaillais dans un service de recherche. Quelques semaines après, nous arrive la question de dire, mais qu'est-ce que vous faites à la recherche? Pourquoi on n'a pas ça dans nos voitures? Vous voyez que ça marche, les gens savent utiliser ça, c'est soi-disant très intuitif. Je mets de côté la notion de l'intuitivité qui pourrait faire l'objet d'une discussion à part entière. C'est censé être très intuitif, c'est super moderne, c'est hyper valorisant comme objet. Comment ça se fait qu'on a encore dans les habitacles des écrans vieillots avec des boutons et des molettes? OK. Et donc, on nous demande d'adresser le sujet en disant faites un plan d'action pour qu'on implante au plus vite des interfaces de ce type-là dans la voiture. 2 façons de prendre le problème, une façon technique. Est-ce que techniquement, c'est difficile d'intégrer un écran de type écran tactile comme un iPhone dans un habitacle? Il y a tout un tas de questions qui se posent. Effectivement, parce que les conditions liées à l'automobile sont assez sévères. L'été, la planche de bord, elle monte à 120 degrés, il faut que ça tienne le choc. Il peut y avoir plein de vibrations, etc. OK. Mais on doit pouvoir y arriver.
Sur le plan du coût, évidemment, il est hors de question de mettre un écran qui va coûter plusieurs centaines d'euros dans une voiture, sauf si on fait des voitures de très très grand luxe, mais pour les voitures grand public, c'est pas possible. Ça veut dire travailler sur les solutions techniques et les coûts, pourquoi pas. Nous, on a abordé le sujet sous l'angle facteur humain, en disant, OK, si on réfléchit, quelqu'un qui téléphone avec son iPhone, il va solliciter quoi comme ressource? Il va solliciter beaucoup le visuel, et puis il va solliciter beaucoup le toucher. OK, un peu de motricité au niveau des doigts, un petit peu de retour sonore, parce que quand j'active une icône, ça peut faire un petit bruit de confirmation, etc. Mais pour être un peu rapide, beaucoup de visuel et du tactile, puisque le fait est que je ne sais pas toucher quelque chose si je ne le regarde pas avant. Les yeux fermés, je ne sais pas naviguer dans mon smartphone. J'ai absolument besoin du regard pour guider mon doigt. Et puis, du coup, on s'est dit, OK, si on importe ça dans la voiture, le principal utilisateur, ça va être le conducteur. La fonction première du conducteur, c'est de conduire. Conduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire solliciter très fortement la vue, et ça veut dire solliciter très fortement, on va dire, les fonctions motrices de base. Il faut que j'accélère et que je freine, donc il faut que j'active les pédales et que j'embraye. Il faut que je tienne le volant. Éventuellement que je change les vitesses, sauf si j'ai une boîte automatique, mais la sollicitation, elle est avant tout visuelle et puis motrice. Et donc, au premier abord, si sans me poser de questions, j'implémente brutalement une solution de type iPhone dans la voiture, c'est absolument incompatible avec une conduite sûre. Je ne sais pas, en même temps, contrôler la scène visuelle qui est devant moi ou sur les côtés, et regarder mon écran, regarder où je touche avec mon doigt et comment je navigue dans le menu. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça nous amènerait à trop de détails, mais c'est juste pour dire que la façon de raisonner, c'est pas juste de dire effectivement c'est génial, quand je téléphone, quand je suis assis dans mon canapé chez moi, j'y arrive très facilement. Oui, mais si je remets ça dans le contexte et que je tiens compte de ce que sont les capacités et les limites de l'humain dans ce contexte-là, alors je dois réfléchir autrement. Et aujourd'hui, si on voit, bien sûr, on a des écrans tactiles dans les voitures, mais si on regarde, on n'a pas éliminé tous les boutons physiques. Il en reste, c'est pas un hasard, c'est parce que on essaye de trouver le meilleur compromis entre la modernité, entre la facilité d'utilisation et aussi la compatibilité avec la tâche principale qui est la tâche de conduite. Et si je finis sur cet exemple-là, si j'étais allé directement interroger des clients en leur disant « Regardez ce nouvel iPhone, est-ce que ça vous plairait, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ça dans votre voiture ?» Je suis quasiment certain que j'aurais eu une très grande majorité des gens qui m'auraient dit « C'est génial, dépêchez-vous de mettre ça, ça va remplacer mon vieil écran tout vieillot que j'ai dans ma voiture. » Donc, c'est juste une façon de dire, bien sûr, mais le client à ce moment-là n'est peut-être pas la bonne personne à interroger pour avoir une information pertinente. Oui, c'est sexy, oui, c'est attractif, mais attention, en tant que concepteur de produit, j'ai d'autres contraintes que je dois prendre en compte. Ça, c'était pour l'aspect produit. Et pour ne pas faire trop long, sur l'aspect outils et méthodes, j'ai aussi travaillé sur ces questions-là, les questions des simulateurs, qui sont des outils. Alors, des simulateurs de conduite ou des simulateurs de pilotage qui sont développés chez Airbus ou Boeing ou chez Dassault Aviation, etc. La problématique, c'est quoi? C'est d'avoir des outils de laboratoire dans lesquels je vais pouvoir recréer un certain nombre de conditions pour les faire vivre à des individus. Alors, si je parle de simulateurs de conduite automobile, ça peut aller d'un simple dispositif avec un siège, un volant et puis un petit écran devant moi, jusqu'à des simulateurs qui vont coûter plusieurs millions d'euros, qui vont être sur des rails avec des hexapodes, des cabines que je vais faire basculer en avant, en arrière pour recréer des accélérations, des sensations de freinage, des restitutions sonores, etc. Concevoir des simulateurs comme ça, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'il me faut comme information visuelle, j'ai besoin de quel niveau de finesse, de luminosité, est-ce qu'il faut que je mette des petits détails sur les bords de la route, la granularité du bitume sur lequel je roule, est-ce qu'il faut que je vois les arbres du paysage, etc., etc. Eh bien, prendre le problème sous cet angle-là, c'est le prendre uniquement sous l'angle de la technique. Le prendre la question de la simulation de conduite ou de pilotage d'ailleurs, sous l'angle des facteurs humains, c'est se dire,
quelle est la finalité? La finalité, c'est que dans un environnement entre guillemets virtuel, j'obtienne des comportements qui sont représentatifs de ceux que j'aurai dans le réel. Et donc, est-ce que pour faire ça, j'ai besoin d'avoir le dernier écran avec encore plus de pixels, avec encore plus de dynamique, avec encore une colorimétrie encore plus forte, ou est-ce que les enjeux sont pas ailleurs? Eh bien, de par l'expérience que j'ai vécue dans ce domaine-là, c'est que bien sûr, il faut un certain nombre d'indices visuels, sonores, etc. Mais à un certain moment, il y a tellement d'autres facteurs qui vont jouer sur la représentativité des comportements que c'est peut-être pas toujours la peine de dépenser toujours plus d'argent ou toujours plus de millions d'euros pour avoir le dernier simulateur le plus évolué. Il peut y avoir deux types d'individus, ceux qui viennent dans un simulateur pour jouer et qui disent c'est un simulateur, je ne risque rien, et qui vont avoir des comportements complètement différents de ce qu'ils auraient dans la vraie vie. Ils vont prendre des risques insensés parce qu'ils savent que de toute façon, ils risquent rien. Et puis, de l'autre côté, je vais avoir des gens que ça va angoisser d'être dans un simulateur. C'est un environnement qui leur est inconnu. Et à ce moment-là, ils vont pas du tout avoir un comportement représentatif. Et pour finir là-dessus, parce que c'est aussi une thématique à part entière, quand on a compris qu'une bonne partie de ce qui va se passer dans le simulateur se passe avant même que les gens soient dans le simulateur, au moment où je leur explique ce que je vais leur demander, que je leur donne la consigne, et qui, en fait, ils commencent à se projeter dans la tâche qu'ils vont avoir à faire, eh bien, je comprends que tout ne va pas se jouer sur le réalisme de la situation, le réalisme physique de la situation, mais qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, prendre en compte les facteurs humains, c'est avoir cette prise de recul et qui consiste à dire, c'est pas parce que j'ai pas le dernier écran le plus puissant ou le dernier le dernier système de restitution sonore le plus fin, c'est pas parce que j'ai pas ça que je vais pas être capable de créer une expérience qui va avoir du sens du point de vue de mon développement produit. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer, une dimension produit et puis une dimension un peu plus outil, méthode, protocole. Mais dans les deux cas, comprendre le fonctionnement de l'humain, c'est assez essentiel. Alors merci Laurent pour cette première partie donc, où on a exploré un petit peu ce que tu entendais par le terme de facteur humain. Moi je retiens une vision holistique, une version globale de la situation pour eh bien essayer de ne pas introduire trop de biais quand on essaye de concevoir un produit qui est innovant. Bien entendu, lorsqu'on est dans de la répétition ou de la simple amélioration, je pense que la question se pose un petit peu différemment, mais quand on est réellement dans l'exploration d'un nouveau monde, on a besoin effectivement de tenir compte de l'ensemble de ces facteurs humains. Laurent, le mot de la fin est pour toi. J'espère que par rapport à ce qu'on a évoqué en début d'entretien, j'espère que j'ai aidé à mieux appréhender ce qu'étaient les facteurs humains, à en faire quelque chose de pas trop abstrait, mais quelque chose d'assez concret, des choses qui ont vraiment un impact sur le quotidien, sur la vie de l'entreprise. Et donc, si j'ai réussi ça, ben, ce serait déjà une bonne chose parce que il faut surtout que ce soit un concept qui fasse pas peur. Mais par contre, que ce soit des choses auxquelles on attache de l'importance parce que je suis assez convaincu sur la base de mes connaissances et de mon vécu que c'est vraiment très important. Et puis, bien sûr, pour ceux qui voudraient prolonger ces discussions et ces échanges avec moi, j'ai un profil LinkedIn sur ce réseau-là et via lequel on peut me contacter vraiment sans problème. Je suis par principe très ouvert à échanger sur ces sujets-là et sur l'innovation en général et sur la pluridisciplinarité, enfin toutes ces dimensions de l'entreprise qui sont à la fois passionnantes et puis je crois extrêmement utiles pour ceux qui veulent avancer. Laurent, merci beaucoup. Eh bien, je te remercie, Frédéric. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes.
Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.